Merci de votre fidélité sur Canal Congo Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. D'abord, cette information, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a bouclé son séjour de 2 jours en République démocratique du Congo. Une mission axée sur la coopération entre les deux pays dans le secteur notamment de la sécurité, économie, finances, politique et infrastructure. Ainsi, au cours d'un point de presse conjoint, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a éclairé la lanterne sur le soutien de la SADC, aussi dissipé les malentendus autour de sa position face à l'inefficacité de la force de l'EAC. Gisèle Etoko pour le reportage. Le renforcement de la coopération économique entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud était au centre de la visite du président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a été reçu jeudi au Palais de la Nation par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, au cours d'un point de presse conjoint tenu avec son homologue sud-africain, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a éclairé l'opinion tant nationale qu'internationale sur le soutien de la SADC à son pays pour venir au bout de rebelles du M23. Le chef de l'État de relever que la RDC n'a jamais demandé une quelconque aide de la communauté de développement de l'Afrique australe. Quant aux forces de la SADC, je crois qu'il n'y a peut-être pas une bonne compréhension. Nous n'avons pas demandé l'aide de la SADC. Vous devez le savoir, au sein de la SADC, il y a un devoir de solidarité déjà. Donc nous n'avons même pas besoin de demander cette aide, elle va de soi. Parce qu'au sein de la SADC, lorsqu'un membre est attaqué, les autres ont le devoir de solidarité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a également dissipé les malentendus autour de sa position face à l'inefficacité de la force régionale de l'EAC déployée pour combattre les M23 dans l'est du pays. J'avais critiqué et non pas rejeté la force est-africaine. Critiquer leur comportement vis-à-vis justement de ces accords dont je viens de parler, qui sont clairs. Le SOFA est très clair, avec des dates précises et des modalités même de retrait et de faisabilité, de mise en œuvre de cet accord. Et malheureusement, le contingent est-africain en arrivant n'a pas observé cela. Nous avions remarqué dans les localités où le contingent ougandais et kenyan principalement s'était déployé, il y avait comme une connivence avec les rebelles. Interrogé sur d'éventuelles négociations directes avec le Rwanda et les M23, le président de la République a répondu en ces termes. Donc il nous envoie ces supplétifs, cherchant à ce que nous allions dans des discussions avec eux pour retomber dans les travers du passé. C'est-à-dire, après les discussions, il va y avoir une scission dans ce groupe-là. Un groupe va venir en République démocratique du Congo et essayer de rentrer dans les institutions, principalement l'armée. Et l'autre groupe va faire dissidence pour rester en réserve et se préparer à d'autres agressions. Parce que la réalité, c'est que le Rwanda vit de ça. Ces agressions à répétition, cette instabilité entretenue de la RDC profite énormément et économiquement au Rwanda. C'est ça la vraie raison. Voilà pourquoi le Rwanda ne voudra jamais discuter et voilà pourquoi la République démocratique du Congo refuse de discuter avec ces pantins qu'on nous présente comme des... Cette visite du président sud-africain Cyril Ramaphosa a été sanctionnée par la signature de plusieurs protocoles d'accord entre la RDC et l'Afrique du Sud. Ces derniers qui portent notamment sur les mines pour collaborer dans l'exploitation des minéraux essentiels et sur l'emploi pour le renforcement des capacités auprès de cadres techniques de la RDC.
Tout le monde en parle dans la capitale. La série d'audiences foraines dans le cadre du procès en flagrance de présumés kidnappeurs et voleurs à main armée se déroule au bâtiment du ministère de l'Intérieur. En tout cas, les Cunois interrogés par Zaverienne Zameya et Naomi Kabengele déclarent attendre une sentence exemplaire et sévère pour ces auteurs de l'insécurité dans la ville province de Kinshasa. Suivez. Les regards des Quinois sont tous tournés vers les audiences foraines dans le cadre du procès en flagrance des présumés kidnappeurs et voleurs à main armée arrêtés par les éléments de la police nationale congolaise, d'où ces réactions. Réagir à propos de la situation qui se passe dans notre ville concernant les phénomènes de kidnapping. Donc, nous proposons que les autorités compétentes de la ville qui puissent prendre des décisions claires à ces gens-là. Ce sont des gens qui n'ont pas de cœur. Il faut que la loi puisse intervenir sérieusement dans cette situation. Ce ne sont pas des gens qu'on peut encore voir dans la société. Ce sont des gens à condamner convenablement. Et que la loi puisse vraiment faire plutôt son travail. Parce que ce sont des gens que nous n'avons même plus besoin d'eux. Mais ce sont des gens, je ne sais pas, ils ont aussi de famille, ils ont des enfants, ils sont des pères de famille. Mais quand tu vois une personne vivante comme ça, parce qu'on nous dit, il faut que la personne soit vivante pour que les organes là aient de la valeur, quoi. C'est pas vraiment sérieux. Moi, selon mon avis, si j'étais le président de la République, je m'attaquerais directement au droit de l'homme. On devrait le pendre en plein air comme ça, comme on faisait aux martyrs là. Donc, tout va taler pena, pour interpeller mon tournion, pour... Ce sont de belles filles comme vous, donc je pourrais m'attirer par rapport à votre beauté, mais à la fin, c'est d'autres choses qui pourraient m'arriver. Ces gens subissent la rigueur de la loi. Que ces gens subissent la rigueur de la loi, qu'ils puissent répondre de leurs actes. Qu'ils puissent répondre de leurs actes devant la loi, devant la justice et que la loi soit correctement appliquée. Toboyi, Bakangi, Bango, Lelo, Lobi, Lobi, évasion et salémine à prison, ou bien on les retrouve à l'extérieur. Ça sera une façon, ce n'est pas encouragé, donc ça sera une façon de décourager ceux qui travaillent pour éradiquer ça et ça sera une façon d'encourager les auteurs. Et puis sachez que ces procès en flagrance de malfrats arrêtés à Kinshasa, que le ministère public a requis la peine de mort contre les prévenus au regard notamment de l'infraction d'association de malfaiteurs leur reprochait. L'organe de la loi exige également des dommages et intérêts contre les présumés criminels. Les élus de Kinshasa ont de nouveau accordé 48 heures au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godepoy, pour défendre sa cause à la motion de défiance initiée contre lui. C'était au cours de la plénière de mercredi 5 juillet 2023. Le point avec Maxime Makabou et Georges Libengue. Siégeons ce mercredi 5 juillet pour examiner la motion de défiance initiée contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godepoy. Les élus de la capitale ont décidé d'accorder une fois de plus 48 heures au président de cet organe délibérant pour présenter ses moyens de défense aux griefs lui reprochés. J'ai ainsi l'honneur de vous inviter à nouveau, conformément à la recommandation de l'Assemblée plénière du 5 juillet 2023, à vous présenter à la plénière du 7 juillet 2023 pour présenter vos moyens de défense en rapport avec la proposition de résolution de votre déchéance. En effet, l'Assemblée plénière a jugé non convaincant les motifs de justification avancés dans vos deux derniers courriers, étant donné que la jurisprudence de l'ancien ministre provincial des Finances évoquée par vous ne correspond pas à votre cas. Encore que, sous votre présidence à la session ordinaire de septembre 2022 et précisément lors de la plénière du 28 décembre 2022,
l'ancien ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, s'était présenté à la plénière et a répondu à la question orale avec débat lui adressé en dépit de sa requête sollicitant le report pour la cause de maladie, appuyé par un certificat médical dûment signé. Veuillez agréer, honorable président, l'expression de mes sentiments patriotiques. Honorable Chibalapala Mounaï Francis, vice-président. L'initiateur de cette motion de défiance, le député provincial Jean-Désiré Mbozi-Wambozi, bien qu'opposé à l'idée de cette nouvelle chance, s'est vu obligé de s'incliner devant la loi de la majorité. Notons que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a informé dans plus de 3 correspondances consécutivement à cette motion initiée contre lui ne pas être en mesure de se présenter à la plénière en raison de son repos intellectuel de 45 jours avec activité physique régulière. Parlons processus électoral à présent en République démocratique du Congo, la correspondance du président de la Commission électorale nationale indépendante, Soni Denis Kadima Kazadi, conviant l'ancien président Joseph Kabila à un échange dans le cadre de ces rencontres avec l'opposition pour assurer l'inclusivité du processus électoral, n'est pas bien accueilli du côté du PPRD et du FCC qui estiment que son autorité morale ne doit pas répondre à cette invitation. Suivez à ce sujet Aristote Ngarimé, il est secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD au micro de Gisèle Etoko. C'est dans le cadre de ces rencontres avec l'opposition pour assurer l'inclusivité du processus électoral que le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a convié à un échange l'ancien président Joseph Kabila. Une correspondance qui a très mal sonné du côté de son parti, le PPRD, ainsi que le Front commun pour le Congo, qui estime que Joseph Kabila ne doit pas répondre à l'invitation de Denis Kadima, qu'ils n'y reconnaissent pas. La correspondance, disent les proches de Kabila, devait plutôt être adressée à un autre cadre du parti. Je pense que c'est une vaste blague. C'est une provocation. Je comprends que M. Kadima, Denis, n'a jamais eu l'opportunité de rencontrer Joseph Kabila Kabange pour le temps de la mer, pour prendre une photo, peut-être un selfie, peut-être, dans ce contexte-là. Il profite de son statut d'un président illégal, non reconnu par une famille politique, d'adresser une correspondance à Joseph Kabila Kabange. Ça, c'est une vaste blague. De 1. Joseph Kabila Kabange, ce n'est pas lui qui répond directement dans pareille chose. Nous avons une structure. Il y a le coordonnateur du FCC. S'il faudrait parler du FCC, s'il faudrait aussi parler du PPRD, il y a le secrétaire permanent. Donc, dans quelle qualité ce monsieur peut avoir l'audace d'adresser une correspondance à Joseph Kabila Kabange? Est-ce par souci d'avoir une photo de famille avec Joseph Kabila Kabange ou faire des selfies? Ou qu'est-ce qu'il veut? En réalité, ce qu'il fait, c'est une provocation. À notre avis, à notre entendement, nous pensons que nous ne sommes pas concernés par la demande de Denis Kadima. Ni de près, ni de loin, le FCC est concerné. Depuis toujours, nous avions toujours soulevé les préalables pour que nous puissions participer à ces processus. Donc, ça ne nous concerne pas. Denis Kadima n'a pas encore une photo de famille avec Joseph Kabila Kabange et il cherche à avoir une photo de famille. Je crois qu'il m'a dit avec lui à Kingakati, il voulait faire pareil. C'est ça, Denis Kadima. Et nous comprenons. Notez que dans cette correspondance, Denis Kadima a précisé qu'en cas d'accord de l'ancien président Joseph Kabila, le lieu et la date de la rencontre s'est reconvenu ultérieurement. Parlons toujours processus électoral en République démocratique du Congo. L'évolution de préparatifs de scrutin du 20 décembre 2023 était au centre des échanges ce jeudi 6 juillet 2023 entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Soni Denis Kadima Kazadi, et l'ambassadrice de la Grande-Bretagne. Autre détail avec Nadine Tchouchigombo.
Les échanges entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, et l'ambassadrice de la Grande-Bretagne, Alison King, ont tourné autour du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. La diplomate britannique s'est réjouie de ces entretiens qu'elle qualifie de fructueux qu'elle a eu avec le numéro 1 de la CENI qui lui a fait part de l'évolution des préparatifs des scrutins du 20 décembre 2023. C'était ma première réunion avec Monsieur le Président de la CENI et on a discuté l'importance de la transparence, de bâtir la crédibilité dans le processus électoral et aussi l'importance d'avoir des candidats pour les élections qui sont très diverses et de façon inclusive, avec les femmes, les jeunes aussi. Donc oui, c'était un échange très fructueux. Nous travaillons en étroite coopération avec la CENI en tant que bailleur d'aide technique et aussi nous travaillons avec les observateurs locaux pour donner plus de confiance dans le processus. Il a donné plusieurs exemples de comment il a essayé de bâtir la confiance dans le processus. Donc, nous avons vu sa réunion avec quelques leaders des partis de l'opposition. Je crois que c'est une bonne initiative. Aussi, les efforts pour communiquer avec les électeurs et aussi pour assurer l'inscription et l'enrôlement des électeurs dans des parties du pays affectés par les conflits. Dans un autre chapitre, sachez que la Fondation Les Amis de Toussaint Liania, structure d'appui au mouvement de libération du Congo, MLC, poursuit avec sa politique d'implantation à travers le pays. C'est dans ces cadres qu'une réunion a été initiée le mercredi 5 juillet 2023 par son coordonnateur, au cours de laquelle les participants ont procédé à l'évaluation de la politique de triade mise en place pour permettre une bonne implantation de cette fondation acquise à la cause du mouvement de libération du Congo MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Fissongale et Georges Libengue pour le reportage. La politique des triades mise en place par la Fondation Les Amis de Toussaint Liania en vue de son implantation et fonctionnement à Kinshasa et à l'intérieur du pays porte déjà ce fruit. C'est d'ailleurs l'un des points de la rencontre initiée le mercredi 5 juillet par le coordonnateur de cette association d'appui au mouvement de libération du Congo. Au cours de cette rencontre tenue dans la commune de Kasavubu, la Fondation Les Amis de Toussaint Liania s'est félicitée de son implantation dans la dite municipalité. Développement à Kasavubu local entité territoriale et développement à Kasavubu local la personne physique aux alinga inayo. Oyo vision nango ezali ya komona Kasavubu moko commune moko présente, commune moko capable et commune moko belle. Comment tu peux expliquer Kasavubu tolobi azala présente? Parce que tout le monde a moi ba étude tosali Kasavubu na moi ba intérêt bazo pesa na ba commune o ba commune bénéficiaire nango Kasavubu a bénéficiaire nango te Kasavubu toujours absente ce qui toke na ba multiple gouvernement ezo le cas. Ensuite, les membres de cette fondation, composée à majorité des leaders des sections, ont procédé à l'élaboration du calendrier pour l'investiture de coordination des quartiers et de rues. Sur ce point, les participants se sont convenus de commencer l'investiture par la section Lubumbashi 1. Comme dans ses habitudes, Toussaint Liania, qui a toujours soutenu la vision politique de Jean-Pierre Bemba, a demandé à ses membres l'adhésion massive au MLC à travers l'application Internet mise à la disposition de tous par le secrétariat général du parti.
Parlons santé à présent. L'organisation non gouvernementale Villa Riche a organisé ce jeudi 6 juillet 2023 la deuxième édition de la journée porte ouverte avec comme objectif promouvoir ces projets en vue de l'amélioration du système de santé dans la distribution de médicaments essentiels auprès des communautés provinciales. Nancy Ileka. En organisant cette deuxième édition de la journée porte ouverte ce jeudi 6 juillet 2023 à Kinshasa, Village Riche, cette ONG internationale, entend assurer la promotion de ces différents projets. Pour ce faire, plusieurs stands ont été érigés dans la concession abritant Village Riche. Il s'agit entre autres primo, du stand de la coordination et plaidoyer des investissements dans la chaîne d'approvisionnement qui aidera le gouvernement et ses partenaires à se mettre ensemble en vue de coordonner les interventions. Segundo, le stand d'engagement du secteur privé. Ici, il sera question d'intégrer les distributeurs privés locatifs dans le système national des médicaments essentiels en vue d'en assurer la distribution. Et enfin, le stand de l'optimisation du système de transport de qualité des échantillons polio. Il s'agit ici de prélever les échantillons des communautés au niveau provincial liés au polio pour les transférer au laboratoire national de l'INRB pour analyse tout en respectant les normes édictées par l'OMS. Quelques visiteurs ayant pris part à cette journée porte ouverte n'ont pas manqué de saluer cette initiative. Je trouve que d'abord le fait d'y avoir pensé et puis ensuite la façon dont l'organisation est mise en place, je trouve ça parfait, il n'y a rien à redire. J'ai été particulièrement frappé par le fait que entre ceux qui ont besoin de soins de santé et ceux qui peuvent offrir ces soins de santé, à savoir ce qu'ils appellent le département provincial, je pense, de santé. Et c'est quand on s'approche un peu comme ça qu'on comprend les contours des activités en interne des villages riches et j'ai été très édifié et passé par plusieurs stands où j'ai découvert à peu près quelles étaient les activités en ce moment ici sur terrain. Fredin Kossi, directeur pays des villages riches, parle de la particularité de cette deuxième édition. La particularité de la deuxième édition de la journée porte ouverte des villages riches, c'est que nous faisons l'exposition de drones que nous utilisons dans la province de l'Équateur, dans le transport de vaccins, autres produits de santé et échantillons de laboratoire. Mais aussi, nous faisons l'exposition de l'Académie de drones, qui sera la première en Afrique centrale et qui permettra de former des pilotes de drones, des techniciens de drones, des opérateurs de drones en vue d'assurer l'expansion de l'industrie drone en RDC. C'est dans une ambiance conviviale que cette activité s'est clôturée. Parlons toujours santé. Dans le secteur de Benimba, au territoire de Beni, au Nord Kivu, une femme et 3 enfants sont morts par manque de médicaments au centre de santé de référence de Kanama. En croire le président de la société civile, force vive du groupe Bandé Kainama, cette unique structure sanitaire dans ce groupement est dépourvue de médicaments et autres. Suivez Jonas Kasumba au micro de notre correspondant Joël Kamabou. La fois dernière, nous avons une fois perdu encore une femme enceinte qu'on voulait acheminer au niveau de Boga pour aller suivre les soins médicaux à ce niveau-là. Malheureusement, elle est morte à coup de route. Alors, nous avons enregistré encore dans un espace de 2 semaines au moins 3 enfants qui sont morts toujours suite à la même problématique. Raison pour laquelle nous réitérons encore notre demande à la zone de santé de Ouicha, vraiment de faire un peu vite ce rapport pour que les centres de santé de Kainama soient vite enlevés sur la ligne rouge sur laquelle les centres de santé étaient enregistrés avec 5 autres parce qu'il n'y avait pas de population dans ces centres de santé-là. Nous confirmons qu'en Mabanan Kainama aujourd'hui, il y a le retour d'au moins 95% de la population qui est déjà sur terrain et qui est en train de manquer ou se ravitailler à médicaments. Nous lançons un cri d'alarme au gouvernement congolais, aux ONG ainsi qu'aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide pour que nous ne puissions pas assister vraiment à une catastrophe sanitaire au sein du groupement Banane Kainama.
L'automédication une pratique plutôt très découragée par le médecin consistant à recourir à un médicament de sa propre initiative sans recourir à un professionnel de la santé. Quelles en sont les conséquences? Innocent Zouei a tendu les micros au docteur Yvette Moussoka du centre hospitalier John Medical Ayolo. Suivez. L'automédication consiste dans le fait qu'un individu recourt à un médicament de sa propre initiative ou de celle d'un proche dans le but de soigner une affection ou un symptôme qu'il a lui-même identifié sans avoir recours à un professionnel de santé. Une pratique courante chez plusieurs personnes dont la capitale Kinshasa qui ignore ses méfaits, comme l'explique Yvette Moussaka, médecin au centre hospitalier John Medical au quartier Yolo Sud dans la commune de Kalam. L'automédication n'est pas une pratique à encourager. L'automédication, nous avons plusieurs facteurs qui entrent en jeu, notamment les surdosages, les sous-dosages. Il y a aussi un problème de résistance à la langue. Je pense que la prise de tout médicament doit être recommandée par un personnel de santé. Parce que si nous allons par exemple en pédiatrie, nous donnons les médicaments par rapport au poids. Alors il serait mieux de consulter un personnel de santé. Comme ça, c'est la personnel de santé qui va vous guider comment prendre un médicament. La population congolaise, la majorité se lance dans l'automédication parce que la population n'est pas toujours à mesure de consulter un personnel de santé. L'habitude aussi, il y a aussi certaines personnes qui sont habituées comme ça à prendre des médicaments sans l'avis des personnels de santé, mais il y a aussi l'ignorance aussi qui joue un rôle dans l'automédication. Je pense que la création des mutuelles de santé pourra pallier à l'automédication. Les raisons les plus évoquées par certaines personnes sont que les troubles ne sont pas assez graves pour déranger un médecin ou que le conseil d'un pharmacien leur suffit ou encore qu'ils connaissent assez pour se soigner eux-mêmes. Des raisons que rejette en bloc le médecin qui décourage l'auto-soin. On parle autre chose à présent dans la province du Haut-Ouélé. Plus de 700 ménages passent la nuit à la Belle Étoile dans de conditions précaires. De personnes victimes de catastrophes naturelles causées par de pluies dans de villages Bangalou, Kana, Bayotte et dans la chefferie Ndolomo à Doruma, localité située à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. À ce sujet, la dynamique de développement durable, une structure humanitaire qui lutte plutôt pour la promotion de droits de l'homme basée dans le territoire de Dungu, sollicite l'implication du ministère des Affaires sociales. Joël Kemabou, notre correspondant, nous en dit plus. Plus de 700 ménages dans le village où vivent les victimes de la LRA sont devenus sinistres, notamment dans les villages de Bangalou, de Kana, de Bayotte et plusieurs groupements de la chefferie Ndolomo à Doruma. Voilà pourquoi je demande à son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale et Action humanitaire, de bien vouloir jeter un coup d'œil indulgent, de tendre l'oreille sympathisant aux besoins humanitaires et aux cris de détresse de cette population sinistre des territoires de Dungu, qui, du reste, a le sentiment que le gouvernement est insensible à sa souffrance, dans la mesure où seuls les humanitaires particuliers interviennent généralement en cas de sinistre dans cette partie du territoire national. Je saisis cette occasion pour remercier les congrégations religieuses du diocèse de Dungu-Doruma, les frères de l'instruction chrétienne, le père de l'ordre de Saint-Augustin et la congrégation de la sœur Angélique Namaïka qui ont créé les centres de santé, les orphelinats et les centres de formation au métier en faveur des victimes de la LRA. Et puis ces SOS des habitants de Lemba, précisément ceux du quartier Foire sur l'avenue de l'école qui sont privés du courant électrique depuis près de 3 mois déjà suite aux travaux de réhabilitation effectués par l'OVD. Ils sont au micro de Junior Boulafa.
La population du quartier de l'école, nous sommes là, dans la commune de Lemba et des gens dans les Noirs. La situation perdure depuis des mois déjà. À en croire leurs témoignages, c'est l'entreprise OVD qui, pendant les travaux de réhabilitation de la ville de l'école, a procédé au déterrement des câbles et à la coupure du courant électrique dans les quartiers. Curieusement, rien n'est fait dans le sens de rétablir les choses à la normale. Après la fin de ces travaux, affirme cette population qui s'est plaint. Du coup, celle-ci fait face aux multiples conséquences imaginables engendrées par l'obscurité et appelle donc la Société nationale d'électricité à rétablir le courant comme auparavant. Mais là, on est arrivé que tous en a courant. À partir de Banzila, la banque va au salaire du gouvernement. Tu peux initier la mboka, mais biso pe tous abonnés, tous mboka za biso bateau dans la rate mboka. Comment expliquer pas que tu as biso courant et puis tu foutre la facture, tu seras dans les noirs voilà. Et puis tu d'abord premièrement la victime ya kuluna na kati ya côté biso devant la quartier de l'école. Ezali balaba la Lupisi, Lukunga na Lu. 3 avenues oyo. Pour connaître la situation à courant énorme et difficile à temps. Et paie ça bango $12,000. Si tu payes ça bangalinga là $12,000. Bazwa mbongo DDK. Demi-dieu de Kisasa. Azwa mbongo asala nini? Atie na poche na ye. Le quoi la bango va servir entreprise $54,000. Le quoi le même kokité. Yango moye biso ba tobimba nani ba victime. Ya donc ya likambo. Est-ce que wana mboka okali boso? Mboka si. Écoutez, pour la volonté à Moutoumoko, DDK demi-dieu de Kisasa. Oui, c'est une fonction de DDK demi-dieu de Kisasa. Nzambe. Le gouvernement faut la question que pose droit en abisso. Tout ça na mboka auto qui ne place à part RDC tout ça na nationalité ni. Tout ça ba congolais ba pas na biso ma biso ça dépend de même on va le bas. Ezao. Alors ba ko sunga biso pour tous ba câble ou soit tous au courant normalement. Affaire donc. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve demain avec ces mêmes plaisirs. Au revoir.